Et bienvenue à tous pour la capsule 224 sur les quantiles. Donc je vais juste partager mon écran directement, ce sera aussi simple. Ok, donc on est toujours dans ces idées dans cette idée de construire des indicateurs statistiques qui permettront de donner de l'information sur la distribution. Donc, pensez à l'âge, pensez au poids. Okay, donc, on veut essayer de deviner un petit peu, enfin, de décrire la distribution sans forcément avoir de courbes. Donc, les courbes, encore une fois, on a présenté les histogrammes et les fonctions de répartition. Les quantiles, ça sera un outil intéressant. J'en ai parlé un tout petit peu quand j'avais parlé de courbe de Gini pour décrire la dispersion. Donc, derrière la courbe de Lorentz se cachait un petit peu une idée de quantile. Mais là, on va le formaliser de manière un peu plus propre. Donc, avant de parler de quantile de manière générale, on va définir un quantile un peu particulier qui est la médiane. Donc, la médiane, vous connaissez forcément, c'est cette valeur qui va séparer la distribution en deux. Donc, je vous l'ai fait, dans le cas de la normale, par exemple, la loi normale, elle est symétrique. Donc, elle est symétrique par rapport à la moyenne. Et donc, la moyenne est égale à la médiane. C'est-à-dire qu'en dessous de la moyenne, vous avez 50% d'observation. Au-dessus, vous avez 50% de la distribution. Mais dans le cas des lois non symétriques, et c'est le cas de la distribution qu'on a ici à gauche, la moyenne ne coïncide pas avec la médiane. Donc, la médiane, qui est cette grandeur petit m ici, va être une grandeur telle que vous avez 50% des observations qui sont plus petites que cette valeur et 50% des observations qui sont plus grandes. Okay, donc, on est vraiment dans l'idée de couper la distribution en deux. C'est ce qui est dit dans Wikipédia. Je vais juste avoir des définitions un petit peu plus générales dans le cas dans mes transparents, essentiellement parce qu'il y a des cas pour lesquels, quand les distributions en particulier ne sont pas continues, en particulier n'ont pas de plateau, dans ces cas-là, il est possible que la médiane ne soit pas unique. Donc, je reviendrai un tout petit peu dans 3 slides sur la non-unicité de la médiane, mais la non-unicité de la médiane fait qu'on est obligé de prendre un tout petit peu de précaution. Donc voilà. Donc, on va faire ça de manière un peu simple pour l'exposer. Disons qu'on va couper moitié-moitié. Okay, ça permettra de comprendre un petit peu ce que c'est que cette médiane et après on essaiera de généraliser ça au quantile. Donc comment est-ce que je peux l'obtenir? Le plus simple, plutôt que je vous l'ai fait sur la distribution parce que classiquement on va regarder la densité puis on peut voir la, 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 la médiane en regardant des aires. Mais au niveau des calculs, le plus simple, c'est de passer par la courbe de droite, qui est la fonction de répartition. Okay, donc, si jamais je regarde ici donc, ma fonction de répartition, donc je rappelle que la fonction de répartition, c'est cette fonction f qui me donne la probabilité pour que grand X soit plus petit ou égal à petit x. Okay, donc, ce que je veux, c'est une valeur telle que la probabilité d'être plus petit que la médiane soit 50%. Mais dans ces cas-là, je vais chercher l'antécédent de 50%. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire. Donc on voit que si jamais effectivement j'ai un plateau au niveau de 50%, on n'a pas un antécédent unique. C'est là où ça devient un peu plus compliqué pour le choisir, mais à partir du moment où ma fonction elle est strictement croissante autour de 1,5, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. J'ai un unique point qui me donnera l'antécédent. Okay, donc je vous renvoie aux capsules que j'avais fait de maths, en particulier, je pense la première où je définis les notions d'inverse. Okay, donc on voit que la médiane, je la définis comme étant l'inverse de 1,5. Voilà, donc c'est la valeur telle que f de la médiane doit être égale à 1,5. Okay, donc on va le récupérer via cette fonction répartition. Alors, petite propriété mathématique, on avait vu que la moyenne, je pouvais l'obtenir comme un problème d'optimisation. Donc, on avait vu qu'on pouvait l'obtenir en minimisant la somme des carrés des différences à une constante. Okay, donc, la moyenne, c'est la grandeur qui minimise la somme des yi moins m à la 2. Et donc, voilà, ça se démontre assez facilement. C'est démontré dans les slides de mémoire 401 de mathématiques ou 402 d'optimisation, je ne sais plus. La médiane, elle vérifie une propriété assez similaire, sauf que travailler sur la distance au carré, donc sur la distance euclidienne, on travaille sur la distance de Manhattan, c'est-à-dire la valeur absolue. Donc la grandeur qui minimisera la somme des différences des valeurs absolues entre y et une constante, ça correspondra à la moyenne. Donc on a encore une petite subtilité qui est que je n'ai pas l'unicité. Okay, donc je peux avoir un ensemble de points pour lesquels j'atteins ce minimum.
Okay, on le verra dans un slide dans 2 minutes. Mais en gros, l'idée, elle est là. D'accord. C'est que dans un cas, je minimise la somme des carrés, j'obtiens la moyenne. Je minimise la somme des valeurs absolues, j'obtiens la médiane. Okay. Et je renvoie aux slides qui étaient juste avant, peut-être le 222, où je parlais de dispersion. Et on avait vu aussi une discussion autour de la variance et de l'indice de Gini. Okay. Donc, on retrouve ce genre de choses ici. La variance, c'était vu comme la moyenne des différences entre les XI et les XJ à la 2. Et on avait vu que Gini était lié, alors ce n'était pas directement cette valeur-là, il fallait normer par la moyenne, ce genre de choses, mais on voyait apparaître la somme des écarts, des différences en valeur absolue entre les XI et entre les YI et les YJ. Okay. Donc la médiane, elle est associée à cette valeur absolue. Okay. Donc ce qui la rend un peu plus robuste. On avait parlé de l'histoire du carré. La moyenne, je vous ai dit que ce n'était pas très robuste, parce que quand vous avez une différence qui est importante, quand vous l'élevez à la 2, elle va devenir très importante. Okay. 10 à la 2, ça devient 100. Donc tout d'un coup, les points loin deviennent très très loin. Donc ils vont avoir un point important dans la distribution. Donc je pense essentiellement pour ça qu'on n'utilise pas trop la moyenne pour parler du revenu, du revenu moyen des individus, parce que c'est très sensible à des salaires complètement délirants. La médiane, elle, est plus robuste. Okay. Donc on reviendra là aussi quand on parlera de régression quantile, de régression médiane. On verra qu'on a des régressions qui sont plus robustes, et on discutera un petit peu de ce point-là dans la section 3. Okay. Donc la médiane, elle vérifie ce genre de choses, et j'ai juste mis des petits éléments historiques. En fait, elle a été introduite assez tôt. Donc assez tôt, Laplace, par exemple, avait dit ce serait bien de minimiser la somme des valeurs absolues des erreurs. Mais on a un petit problème mathématique, et je ne rentrerai pas là-dedans dans cette série de slides, mais il y a pas mal de choses sur mon blog autour de ça, c'est que les valeurs absolues, elles ne sont pas dérivables. Okay. Donc si jamais vous prenez le graphique de cette histoire de valeur absolue, okay, la valeur absolue de x, c'est une fonction qui ressemble à ça. Et si vous regardez les capsules qui parlent d'optimisation, je vous explique que pour trouver le minimum d'une fonction, à partir du moment où elle est dérivable, on va chercher le point où la dérivée s'annule. Okay, donc quand on était sur une parabole en x à la 2, okay, en x à la 2, effectivement, le point où ma dérivée va s'annuler, c'est effectivement le point qui est tout en bas. Le problème de la valeur absolue, c'est que la dérivée ne s'annule pas. Okay, quand je suis à gauche de 0, je suis avec une pente en moins 1. Quand je suis à droite, je suis avec une pente en plus 1. Mais ma dérivée, elle ne va jamais être nulle. Donc, regardez les endroits où la dérivée pourrait s'annuler, ça ne nous apportera rien. Voilà. Donc, numériquement, ça pose des soucis. Donc, on voit Laplace, Boscovich propose cette idée de travailler sur les valeurs absolues, mais en fait, ils aboutissent strictement à rien parce qu'on ne peut rien en faire. Alors que Gauss, qui était parti sur les différences des carrés des erreurs, a obtenu des résultats analytiques qu'on pourra exploiter là encore quand on verra la régression. Okay. Donc la médiane, c'est vraiment cette idée de valeur, c'est associé à la différence des valeurs absolues des erreurs. Juste pour vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière cette preuve, donc je vous ai tracé ici la fonction qu'on essaie de minimiser. Okay, donc vous donnez un vecteur y1, yn, et on essaie de minimiser la somme des valeurs absolues des différences entre un yi et une constante. Okay. Donc c'est yi moins x ou x moins yi, la valeur absolue elle est symétrique, donc ça ne change strictement rien. Okay. Si jamais j'ai un nombre impair d'observations, on a le graphique de gauche. Donc, le graphique de gauche me montre l'évolution de cette fonction h. Okay. Et on voit effectivement, il y a un point qui se trouve à peu près au milieu, qui me donne, le minimum, et ce sera effectivement la médiane. Donc c'est très exactement la valeur qui se trouve au milieu. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 3 points. Ici, j'ai 3 points. Je me place au point qui se trouve au milieu. Donc sur ces 7 points, je prends la 4e observation la plus petite. Okay. Donc ça c'est le cas le plus simple dans le cas où j'ai un nombre impair d'observations. Le petit souci se pose quand j'ai un nombre pair. Donc quand j'ai le nombre pair, je récupère le graphique de droite, et ce qu'on voit, c'est que, donc en l'occurrence, ici, j'ai 8 observations. Donc ici, j'ai 3 observations, et ici, j'en ai 3. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne sait pas trop entre la 4e et la 5e où on se place. C'est que ma fonction h, elle est strictement plate, et donc j'ai ici une infinité de valeurs qui sont des médianes admissibles. Okay. Donc on peut prendre à peu près n'importe quoi entre la 4e valeur et la 5e valeur. Donc, toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle sont des valeurs admissibles pour la médiane. Alors j'en parle un tout petit peu parce que ça peut être vu comme un problème purement théorique de maths, de définition d'objets, mais le problème c'est que quand on ne sait pas définir les objets proprement d'un point de vue mathématique, ça pose des problèmes numériques. C'est que comment vous voulez qu'une machine arrive à résoudre un problème d'optimisation si jamais même vous, verbalement, vous n'arrivez pas à donner une définition claire
de ce que c'est que la médiane. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas unicité des objets, euh, il peut y avoir pas mal de chances pour lesquelles l'algorithme ne tranche pas. C'est que si vous ne pouvez pas trancher, n'attendez pas à ce que l'ordinateur le fasse pour vous. Okay. Il le fera à partir du moment où vous imposez un critère. Donc, vous pourrez dire, je prends la valeur la plus à gauche, je prends la valeur la plus à droite, je prends la moitié entre les deux. Enfin, peu importe la règle que vous adoptez, mais il faut en adopter une. Il faut s'assurer qu'on ait une unicité de définition de nos objets, sinon, numériquement, on peut avoir des soucis. Ok, donc ça c'est la médiane, donc ça c'est l'objet le plus simple que vous connaissez forcément, mais on va pouvoir l'étendre à autre chose que moitié-moitié en fait, avec ce qu'on va appeler un quantile. Donc un quantile, ça se définit avec un certain niveau alpha. Donc alpha, ça va être une probabilité. Et l'idée des quantiles, c'est qu'au lieu de raisonner sur la valeur absolue des grandeurs, on va s'intéresser à des niveaux relatifs. Donc c'est vraiment un objet essentiel quand on n'est pas intéressé par les plus grandes personnes de la... Pardon. Si jamais je ne m'intéresse pas aux personnes qui font plus d'1,90 m, si jamais je ne m'intéresse pas aux personnes qui touchent plus de 400 000 $ par an, je vais raisonner de manière relative. Je veux m'intéresser aux revenus des personnes, les 5% les plus aisées dans une population. Je vais m'intéresser aux 5% des personnes les plus grandes dans une population. Donc, au lieu de raisonner avec des niveaux qui sont fixes, je vais raisonner de manière relative. Donc, le gros avantage, c'est que ça garde une certaine robustesse dans le temps, par exemple. Okay, donc, quand on s'intéresse aux riches, on va dire les riches, ça va être les 1% les plus élevés, les salaires les plus élevés. Et dans ces cas-là, même si jamais les salaires augmentent énormément, en particulier pour les personnes les plus riches, je peux toujours définir les personnes les plus riches comme étant sur 1% d'année en année. Donc, même si sur 20 ans, le revenu de ces personnes riches a augmenté, en disant que je travaille sur les 1% les plus riches, je suis relativement sur la même proportion de la population. Donc, l'intérêt des quantiles, c'est vraiment de passer en relatif et de travailler en valeur absolue. Okay. Donc, de la même manière, on pourrait dire, je vais définir un seuil d'obésité en disant que je vais regarder les 300% des personnes les plus lourdes dans une population. Okay, donc, on peut le définir de manière relative. Alors, dans le cas de l'obésité, c'est un peu différent parce qu'on passe sur un indice de masse corporelle, mais voilà, on peut avoir l'idée, en tout cas, de raisonner de manière relative. Bref, on va se donner un seuil de proba. D'accord. Donc, quand on dit je m'intéresse au 1%, il faut définir cette probabilité avec laquelle on va raisonner. D'accord. Donc, je me donne un seuil alpha et je vais chercher une valeur Q alpha. Donc, par exemple, ici à 90%, telle que une proportion alpha des individus se trouve à gauche et une proportion 1 moins alpha se trouve à droite. Okay. Donc, l'air à gauche, en l'occurrence, va être 4 fois plus élevé que celle à droite. D'accord. Ça va nous définir le quantile à 80%. Okay, donc le quantile à 80%, il va se trouver là, et là encore, je peux l'obtenir en regardant le graphique sur la fonction de répartition. Okay, donc quand je regarde la fonction de répartition, je cherche toujours l'antécédent, c'est-à-dire la valeur pour laquelle un f de q de alpha sera égal précisément à alpha. Et quand on l'écrit comme ça, en fait, on se rend compte que la fonction q, c'est tout simplement l'inverse de la fonction de répartition. Okay. Alors, ça pose des soucis quand la fonction, encore une fois, n'est pas strictement croissante. Donc, si jamais elle a un plateau, dans ces cas-là, je n'ai pas unicité de l'antécédent. Okay. Mais si jamais ma fonction elle est strictement croissante, comme c'est le cas ici, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, j'ai unicité de la grandeur qu'on va appeler le quantile. OK. Et là aussi, et en fait, c'est la même chose que pour la médiane, je peux définir le quantile comme étant le résultat d'un problème d'optimisation. Okay. Donc la seule chose, c'est qu'il va falloir bricoler un tout petit peu sur ce qu'on va appeler cette fonction de perte. Donc qu'est-ce que j'essaye de minimiser? Okay. Donc on voit que ça tiendra compte de l'écart entre y et quelque chose. Okay. On avait vu y et une constante élevée à la 2, ça nous donnait la moyenne, donc c'est le graphique qui est à gauche. Donc ça permettait de définir la moyenne. Donc quand je regardais la valeur absolue, quand je regardais le carré de la différence entre y moins m à la 2, okay, donc cette fonction x à la 2, c'est cette belle parabole, okay, qui présente l'avantage d'être dérivable. Et donc, pour trouver le minimum de cette fonction, il n'y a pas de souci, on peut faire du calcul différentiel et utiliser la condition du premier ordre qui me dit, comme cette fonction elle est dérivable, avec sa dérivée est continue, dans ces cas-là, l'endroit où le minimum va être atteint, c'est l'endroit où la dérivée sera égale à 0. Okay. Après, on avait vu la médiane. Donc, la médiane, ça faisait intervenir la valeur absolue de l'écart entre y et petit m. Okay. Donc, cette fonction valeur absolue de x, elle est symétrique. Okay. Donc, ce qui nous donne cette cette interprétation de la médiane comme étant un indice de centralité. Okay. Donc, ça va me donner cette courbe avec cette pente. Alors, ici, j'ai changé un tout petit peu. J'ai mis des coefficients 1,5, histoire de normaliser un petit peu. Ce que ça veut dire, c'est que ma pente ici, elle est en moins 1,5.
et à droite, elle se retrouve en plus 1,5. Et l'idée des quantiles, c'est de dire, en fait, au lieu de mettre 1,5, à gauche et à droite, on va mettre des poids différents. Okay, donc, typiquement, ici, je vais avoir un poids qui devrait être en alpha-1 à gauche et en alpha à droite. Okay, donc, je vais mettre un poids plus important. Donc, si jamais je m'intéresse par exemple à un quantile à 20%, dans ces cas-là, je vais mettre des poids plus importants pour les valeurs négatives. Okay, et je mettrai un poids qui sera 4 fois plus important que si l'erreur était de même ordre de grandeur, mais de positif. Okay, donc, on va mettre des poids différents entre ce qui se passe, par exemple, avec une erreur de 1. D'accord, donc, si jamais vous trouvez une distance de 1, que ce soit à gauche ou à droite, vous n'aurez pas le même poids. D'accord, donc, si jamais j'avais pris la médiane, je mettrais un poids qui vaudrait 1,5. Okay, sauf que si jamais je mets un alpha qui est différent de 1,5, dans ces cas-là, je vais mettre un poids un peu plus important pour la valeur pour laquelle ma différence sera de 1 en valeur absolue, alors que si jamais je me trouve à droite, le poids sera plus faible. Okay, et donc, en mettant un poids plus faible, dans ces cas-là, je vais plutôt essayer d'éviter d'avoir, comme encore une fois, je minimise ces poids, cette fonction à droite, là, le poids multiplié par la valeur absolue. Dans ces cas-là, je vais essayer de me rapprocher un peu plus vers la gauche, et donc j'aurai non plus la médiane, mais une valeur plus faible que la médiane. Okay, donc, c'est comme ça. On peut définir le quantile par cette approche-là. Et ça nous permettra de faire une régression quantile, parce qu'à partir du moment où on a vu cette propriété-là, on peut travailler sur un QI qui dépendra de la variable explicative. Okay, donc, la médiane, comme le quantile, peuvent être vus comme des problèmes d'optimisation. Je vais finir par 2 applications pour montrer l'intérêt du quantile. Le premier est un outil visuel que vous connaissez forcément, c'est le boxplot. Donc, le boxplot est un outil assez classique, la boîte à moustaches. C'est un outil classique pour visualiser des distributions. Donc, j'en ai pas parlé dans la première partie parce que c'est pas vraiment une fonction, c'est juste un outil visuel, la boîte à moustaches. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai un outil de data vis en termes de couleurs, où ça peut être intéressant de travailler sur des quantiles. Bref. Le boxplot, donc la boîte à moustaches, elle avait été introduite par Tukey. Donc, Tukey, il avait travaillé, ça a été un des pionniers de ce qu'on pourrait appeler la science de données, ce qu'il appelait à l'époque l'Explanatory Data Analysis, EDA. Et il avait proposé cette boîte. Donc, box, alors, c'est pas le statisticien box qu'on retrouvera dans d'autres sujets. C'est la boîte. Donc, la boîte, c'est ce rectangle qu'on trouve au milieu. Donc, la boîte, c'est cet objet-là quand vous travaillez sur votre boxplot, et c'est défini en termes de quantile. Okay, la boîte, elle est définie par le quantile à 25% à gauche, le quantile à 75% à droite, et au milieu, vous avez une barre qui va indiquer votre médiane. Okay, donc, c'est la médiane, on aurait pu mettre la moyenne. Le problème de la moyenne, c'est qu'elle peut être plus grande que le quantile à 75%. D'accord, donc, autant mettre la médiane, comme ça on est certain que cette barre verticale est dans la boîte. Okay, donc, on a cette. Et plus si jamais ma distribution était symétrique, dans ces cas-là, la médiane serait entre le quantile à 25 à 75%, mais pile poil au milieu. Là, si jamais je suis un petit peu décalé vers la gauche, c'est que ma distribution elle est plutôt asymétrique, avec une asymétrie vers la gauche, donc un étalement plus long généralement vers la droite. D'accord ? Donc, ça, c'est ma boîte. Et on va lui rajouter des moustaches. Donc, les moustaches, ce sont les 2 barres qu'on va récupérer à droite et à gauche. Okay. Alors, qui étrangement ne sont pas définis comme étant des quantiles. Okay. L'approche qu'avait retenue Tukey, c'est de dire je vais travailler sur cet intervalle interquartile. Donc, un IQR, c'est la longueur de ma boîte. Donc, ce qu'il disait, c'était on va rajouter 1,5 fois l'intervalle interquartile à gauche et à droite. Okay. Donc, c'est ce qui est fait typiquement ici. Donc, si vous regardez à droite, je récupère 1,5 fois cet intervalle, la taille de ma boîte. Okay. À gauche, en fait, on va s'arrêter un peu plus tôt, donc il nous manque cette partie-là, essentiellement parce que je n'ai pas d'observation. Donc, si jamais je n'ai pas d'observation à gauche qui sont en dessous si jamais le minimum est un peu à droite du quantile à 25% moins 1,5 fois l'intervalle interquartile, dans ces cas-là, je vais raccourcir la moustache. Okay. Donc, je vais me placer sur le minimum. Okay, donc, en l'occurrence, ici, la valeur à gauche va correspondre très exactement au minimum. À droite, ce n'est pas la même chose, c'est que j'ai une observation qui va se trouver à droite. Okay. Donc, on va arrêter la moustache à 1,5. Alors, ce que vous verrez assez souvent dans certains boîtes à moustaches, c'est qu'on aura quelque chose qui va ressembler à ça. Puis, éventuellement, on mettra des points pour indiquer le fait qu'il y a 2 valeurs, par exemple, qui peuvent dépasser
la borne supérieure de la moustache. Okay. Donc c'est ça le boxplot, et c'est un outil assez classique pour visualiser assez rapidement des distributions. Okay, on le fera sur les ouragans en particulier. Donc ça permet de voir, sans forcément faire de distribution complète, la manière dont une valeur se distribue dans un échantillon. Et je vais juste finir avec un dernier graphique. Alors forcément, j'avais fait une animation à droite qui ne passe pas dans mon visualisateur de PDF, mais si vous le récupérez le PDF en ligne, vous pourrez voir l'animation. C'est un problème assez classique quand vous essayez de faire des cartes, donc les cartes chloroplettes, sur lesquelles vous avez des zones et vous mettez une couleur qui est censée refléter l'intensité d'une variable. Okay, donc je suis toujours sur l'idée d'une variable continue Y. Okay, et vous voulez que la couleur reflète la valeur de Y. Okay, donc je vous ai mis deux valeurs de choix possibles, de choix de palettes. Donc les palettes, ça vous donnera un continuum de couleurs, sauf que le continuum, généralement, n'existe pas. Il va falloir découper en intervalles. Okay, vous pouvez le faire en continu, mais vous aurez le même souci, parce qu'en fait, derrière se cache quand même une discrétisation des couleurs. Et autant le faire sur un cas assez simple avec 7 couleurs. Donc je fais des couleurs qui vont aller du bleu au rouge, en passant par une espèce de blanc entre les deux. Okay, donc j'ai cette palette de 7 couleurs, et je voudrais représenter donc cette valeur, cet intervalle possible pour mes Y. Donc, je vous ai fait 2 découpages possibles. Le premier, c'est le découpage qui se trouve à droite, qui consiste à dire j'ai mon minimum, j'ai mon maximum. Et dans ces cas-là, je vais couper de manière parfaitement régulière entre toutes ces valeurs. Donc, je vais couper tous les 1/7. Okay, et donc, je vais avoir ici le bleu, et ici, je vais avoir le rouge. Voilà. Donc, ça, c'est l'approche qui est à droite, qui consiste à utiliser les valeurs découpées en intervalles sur mes Y, en disant l'intervalle qui va se trouver à gauche ici a la même longueur que celui-là. Donc ça, c'est intéressant, sauf que ça nous donne une certaine carte, qui est celle de droite, pour lesquelles, par exemple, on observe très peu de points rouges. Okay, donc j'observe 2 zones rouges, en fait. Donc le graphique ici, c'est donc la ville de Paris, découpée en quartiers, pour lesquels on a la proportion de personnes qui ont moins de 24 ans. Donc on veut savoir où sont les jeunes à Paris. Voilà. Donc si je vais vous regarder la carte de droite, on vous dit ils sont en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, peut-être un tout petit peu dans cette région-là, mais on ne voit pas grand-chose. D'accord, donc le graphique de droite nous limite un petit peu. Okay, on voit quelques zones bleues, okay, mais on voit très très peu de zones rouges. Le graphique de gauche, au contraire, vous dit je vais découper en tenant compte de la distribution. Donc, par exemple, il s'avère que la distribution de la population, en fait, elle est très asymétrique. Elle ressemble plutôt à quelque chose qui est comme ça. Et donc, si jamais je veux raisonner en termes de quantile, ce que je veux faire, c'est découper de manière à avoir à chaque fois 1/7 de ma population dans chacune des classes. Donc, forcément, le dernier intervalle, il va être très très grand par rapport au tout premier. C'est ce qu'on observe ici. Le premier intervalle, il va entre 17 et 23, c'est-à-dire qu'il a une longueur de 6. Le dernier, il va de 31 à 46, qui a une longueur de 15. Donc, je crée quelque chose pour lesquels mes intervalles ne sont pas comparables. Okay, sauf que visuellement, ça me permet d'avoir une carte dans laquelle j'ai autant de rouge que de bleu. Okay, donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les valeurs exactes numériques de mes Y, c'est juste que je veux connaître les quartiers, et c'est ce qui se passe ici. Je veux les quartiers pour lesquels je veux les... Alors, je ne sais plus, je crois qu'il y a 1000 quartiers à Paris. Donc, je veux en gros les 150 quartiers pour lesquels j'ai le plus de jeunes versus les 150 quartiers pour lesquels j'ai le moins de jeunes. Donc, ça va me donner les bleus extrêmes et les rouges extrêmes. Et là, tout d'un coup, je pense qu'on a un graphique qui est un peu plus facile à interpréter, où on voit effectivement une grosse zone rouge au nord. On a à peu près les mêmes choses que ce qu'on observait à droite. Donc, on a en gros, on voit la distribution sur les bords de la jeunesse, okay, au nord et au sud de la ville, avec un petit point central qui correspond au quartier latin. Okay. Mais on a cette distribution qui est peut-être un peu plus simple à visualiser quand on travaille sur des niveaux de rupture dans les valeurs de ma palette qui sont définies par des quantiles. Donc les quantiles peuvent être intéressants d'un point de vue visuel. Donc encore une fois, c'est l'idée, au lieu de travailler sur des valeurs absolues de mes Y, et donc de découper souvent les valeurs en Y de manière régulière, on va découper sur les quantiles de manière régulière. D'accord, donc sur les probabilités. Donc je vais travailler sur des probabilités et je veux que ce soit équiprobable dans chacun des cas, dans chacune des zones. Okay. Donc c'est vraiment ce passage de ma distribution en valeurs à une interprétation en termes probabilistes et en termes relatifs. Donc les 5% les plus faibles, les 5% les plus élevés, etc.
Ok. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine capsule. À très bientôt.